Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Mené au score en début de partie, le Bénin est éliminé des phases éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. La Sierra Leone a remporté ainsi ce dernier match sur un score de 1-0. Signature de la convention de renouvellement de licence d'exploitation de 8 radiodiffusions sonores privées sur 10, un acte qui fait suite à la cérémonie officielle de clôture de la première session ordinaire de l'année 2021 à La Hague. Et puis au Mali, après sa nomination, le nouveau Premier ministre a tenu ce lundi son premier conseil de cabinet. Choguel Maïga a évoqué les chantiers prioritaires pour faire sortir le Mali de la crise. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Mauvaise entame pour le Bénin alors que les écureuils affrontent la Sierra Leone cet après-midi en match reporté de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. À la pause, les Béninois ont été menés sur le score de 1-0 dépassé au milieu de terrain par les Sierra Leonais. La bande de Steve Mounier a concédé l'ouverture sur un penalty transformé par Kei Kamara. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin de la première partie. À la reprise, les écureuils, malgré leurs efforts, n'ont pu revenir au score 1-0 donc pour la Sierra Leone qui se qualifie ainsi pour la prochaine CAN avec 7 points, goal average 0. Vous aurez plus de détails et surtout les impressions des Béninois à la suite de ce match dans nos prochaines éditions. Ce journal se poursuit. Le Collège ouest-africain des chirurgiens tient depuis ce lundi 14 juillet à Cotonou son 61e congrès annuel scientifique. C'est le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Clémence Tonoucoin, Jean-Baptiste Boko. Placé sous le thème principal l'impact de la COVID-19 sur la formation et la pratique en chirurgie, la rencontre internationale a ouvert ses portes ce lundi 14 juin au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie d'ouverture, marquée par une série d'allocutions précédée de la procession des membres du collège, a été l'occasion pour le président du collège de faire un bref résumé de ses actions à la tête du collège depuis 2 ans. Notre mission a été surtout de se concentrer sur les pays qui avaient le plus besoin d'appui en matière d'un renforcement de capacités et de formation de ressources humaines en santé. Et ces pays sont la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Libéria et la Sierra Leone. Mais aussi renforcer notre partenariat avec les collèges sœurs au niveau régional, au niveau international, et aussi d'autres institutions pour pouvoir mettre en place des formations, ce que nous avons réussi à faire. Le Collège ouest-africain des chirurgiens, créé en 1960, se doit de rechercher des solutions aux différentes problématiques de santé qui assaillent le continent. Toute chose qui, selon le président du comité d'organisation, est une nécessité scientifique qu'impose la lutte contre la COVID-19. Notre collège doit dès lors chercher à se positionner pour faire des efforts, des propositions pour la mise en œuvre de politiques publiques de santé publique promptes à satisfaire les besoins sanitaires de nos populations. En paraphrasant quelqu'un, je pourrais dire « Yes, we can ». Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, s'est réjoui de la tenue de ces assises de 72 heures dans un contexte particulier de la COVID-19. En bravant ainsi les difficultés sanitaires que traverse le monde en ce moment, vous donnez le témoignage de votre attachement au mieux-être des patients dont vous avez la charge et que vous avez la lourde responsabilité de soigner et de soulager. Votre métier, que dis-je, notre métier, n'est pas des plus aisés, mais il reste entaché de noblesse du fait que vous parvenez souvent à préserver la vie. Pour cela, l'exercice quotidien et le perfectionnement de votre art
doit constituer une véritable préoccupation pour vous, pour la société, pour le gouvernement de la République du Bénin et son président, M. Patrice Talon. Au cours de la cérémonie, le président de la République, Patrice Talon, a reçu une distinction. Dans le même registre, la plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes du troisième âge du Bénin a initié une marche dénommée Marche du Cœur. Elle a eu lieu à Cotonou ce mardi 15 juin et s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Carnot François Roumbeder-Antor, Fiacre Voitan pour le reportage. Marche du cœur ce mardi 15 juin 2021. Une initiative de la plateforme des organisations de protection et de la défense des intérêts des personnes du troisième âge du Bénin qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Protéger les personnes âgées pendant et après la pandémie, c'est le thème retenu par les Nations Unies pour cette édition. Un thème qui a inspiré un autre chez les membres de la plateforme initiateur de la marche. Pour nous, à la plateforme des personnes âgées, nous retenons comme thème « Payons nos dettes envers nos personnes âgées et préparons notre tour ». La présente célébration est aussi pour nous l'occasion d'être reconnaissante pour plusieurs défis déjà relevés par le gouvernement. Nous pouvons citer l'élaboration de la politique holistique de protection sociale, l'élaboration de la politique nationale pour le vieillissement actif en bonne santé, l'élaboration des directives de prise en charge psychosociale des personnes âgées au niveau communautaire et j'en passe. Présente à cette marche, Véronique Otoinfo-Demewanou, ministre des Affaires sociales, a souhaité que chaque famille s'occupe d'abord de ces personnes âgées et par la suite a promis le soutien du gouvernement concernant le bien-être social de ces dernières. Les personnes du troisième âge, moi j'aime bien les appeler les personnes du bel âge, parce que pouvoir compter des années, c'est une chance. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Mais ceci dit, c'est vrai aussi qu'avec l'âge, il y a des problèmes physiologiques qui s'installent sur le plan sanitaire, il y a des déficiences, et certaines parmi vous sont plus vulnérables que d'autres. Et c'est cette journée qui doit lever la voix, lever le ton pour s'insurger contre ces violences et appeler toutes les familles. Ce sont d'abord les familles qui sont le premier rempart, que les familles s'occupent de leurs personnes âgées. Le gouvernement également de son côté participera au renforcement du cadre juridique qui vous protège. Et à cet effet, un avant-projet de loi a déjà été élaboré portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base. C'est au niveau du ministère de la Justice avant la transmission à l'Assemblée nationale. Démarrée à la place de l'Étoile Rouge, la marche a eu pour point de chute la Bourse du Travail. Elle a eu également comme particularité des pancartes de messages portés par les marcheurs pour dénoncer les violences dont les personnes âgées sont victimes. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a clôturé ce mardi 15 juin sa première session ordinaire de l'année 2021. Ouverte le 15 février dernier, cette session a été essentiellement consacrée à la campagne électorale de l'élection présidentielle d'avril dernier. Elle a permis d'examiner 16 rapports et de prendre 13 décisions. Suivez la substance du rapport de la session présentée par le président de l'institution. Au cours de cette section, notre collaboration active et notre assiduité ont permis d'étudier 16 rapports et de prendre 13 décisions. Je vous en suis reconnaissant. Comment pourrais-je passer sous silence
le sens élevé de responsabilité des professionnels des médias qui ont respecté les dispositions de toutes nos décisions, contribuant ainsi à une élection apaisée, au développement du pays et à l'unité nationale. Soyez-en remerciés, chers partenaires. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que tous ces chantiers ouverts exigent de notre part des efforts soutenus. Bien que ce qui a été fait soit important, de grands défis nous attendent encore. Pour ce faire, il nous revient de multiplier nos énergies pour enregistrer des victoires meilleures. L'aboutissement du processus d'autorisation des médias en ligne, la sélection et l'implantation des radios se présentent comme des priorités pour la HAC. Il est important que nous renouvelions notre engagement, que nous maintenions le cap et que la solidarité prime entre nous en toutes circonstances dans les tâches qui nous attendent pour le bonheur de toutes et de tous. Toujours à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti, a signé ce mardi 15 juin la convention pour le renouvellement de la licence d'exploitation de 8 radiodiffusions sonores privées sur les 10 concernés. Sur les 10 promoteurs invités, 8 ont répondu présent, un était excusé et un autre absent. Selon les textes qui régissent la signature de la convention de cette catégorie d'organes de presse, Rémi Prosper Moretti a procédé à la signature de la convention des radiodiffusions dont les promoteurs étaient présents. Après la cérémonie de signature, Tidjani Serpos, le représentant des promoteurs de radiodiffusion présents, a exprimé sa gratitude à l'endroit des responsables de l'institution et a plaidé pour qu'elle soit pour eux une avocate. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Nous avons signé à nouveau la convention avec la HAC. C'est un moment très très important. C'est un moment de renouvellement. C'est un moment où nous irons encore plus loin. Notre souhait, c'est de faire en sorte que la HAC, au niveau financier, au niveau matériel, il faut que la HAC nous supporte un peu plus. Il faut que quand nous tournons notre regard vers l'arrière, nous puissions être sûrs que la HAC est notre avocate. Au nom de tous mes frères et sœurs promoteurs, je tiens à dire à M. Moretti, le président de la HAC, que nous serons toujours là. Si la HAC aussi a besoin de nous, nous serons là. Mais quand nous avons besoin de la HAC, il faut que la HAC nous aide aussi. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 14 juin l'homme à double casquette, le docteur en pharmacie et ébéniste Joachim Rodé. En effet, le président de la République a suivi un documentaire sur le profil du jeune Joachim sur la télévision nationale. Docteur en pharmacie et ébéniste par passion, le parcours de Joachim Rodé a impressionné le chef de l'État, Patrice Talon, qui a souhaité rencontrer ce dernier. Ce lundi, il était donc au cabinet présidentiel pour un tête-à-tête avec le chef de l'État. Suivant un extrait de sa déclaration à la sortie d'audience. Le documentaire qui a été réalisé et qui portait sur ma double casquette professionnelle, il a suivi sur la chaîne nationale et c'est de là qu'il a pris contact par le biais de ses collaborateurs. Ils m'ont contacté. Et je suis venu, il a échangé avec moi sur comment j'ai fait pour aboutir à ce résultat. Le chef de l'État, il m'a promis m'accompagner de façon personnelle et aussi m'a promis aussi l'accompagnement de l'État en général. Un mot que le chef de l'État a dit qui m'a beaucoup marqué, il a dit sur le parcours d'un homme exceptionnel, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel.
Actualité en dehors du Bénin au Mali après sa nomination, le nouveau Premier ministre a tenu ce lundi son premier conseil de cabinet. Choguel Maïga a évoqué les chantiers prioritaires pour faire sortir le Mali de la crise. Les détails avec nos confrères de RT France. Une feuille de route très chargée qui doit répondre aux priorités fixées par l'exécutif malien. Ce dimanche, le nouveau gouvernement s'est réuni autour de son Premier ministre Choguel Maïga. Parmi les participants, des personnes appartenant à la coalition du M5 RFP, des militaires, des politiques et plusieurs technocrates. Au programme de la nouvelle équipe ministérielle, l'organisation d'élections en vue de ramener les civils à la tête du pays d'ici février 2022. Pour cela, il sera envisagé la création d'un organe unique indépendant de gestion des élections, réclamé unanimement par la classe politique et la société civile. Nommé par le nouveau président de la transition Assimi Goïta, Choguel Maïga a évoqué ses autres objectifs. Améliorer la sécurité, lutter contre la corruption, mener des réformes politiques et institutionnelles ou encore répondre aux demandes sociales. Le Premier ministre a également promis de poursuivre en justice les responsables de la répression des manifestations de juillet 2020 et de mener à bien la révision de la Constitution. De véritables poursuites judiciaires consécutives aux tueries et exactions contre les victimes des journées de juillet 2020 seront également engagées. La révision consensuelle et inclusive de la Constitution dans le respect de son article 118 et la relecture intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger dans le respect des principes fondamentaux énoncés seront poursuivis et approfondis. Le Mali, toujours confronté à la menace djihadiste alors que la France a récemment annoncé la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Certains citoyens se tournent à présent vers la Russie pour appeler à l'aide dans la région. Une demande qui se matérialise par des rassemblements réguliers devant l'ambassade russe à Bamako. Cette option pourrait devenir plus sérieuse dans les semaines à venir. La Suisse se prépare à accueillir la rencontre diplomatique entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine. La ville de Genève a l'allure d'une forteresse à 24 heures de cette rencontre. Les deux chefs d'État ont multiplié les déclarations. Joe Biden met en garde. De son côté, Vladimir Poutine réclame le respect de Washington. Au moment de choisir un endroit pour accueillir la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine, plusieurs pays étaient pressentis comme l'Autriche ou encore la Finlande, là où s'étaient rencontrés pour la première fois Vladimir Poutine et Donald Trump. C'était à l'été 2018. Finalement, les deux chefs d'État vont se rencontrer à Genève, en Suisse, terrain neutre par excellence, afin de tenter de mettre à plat leurs différends. Et c'est dans la Villa Lagrange, au sein du parc du même nom, que le tête-à-tête va avoir lieu. Et comme vous pouvez le voir, les autorités locales n'ont pas lésiné sur la sécurité. En effet, 2 km de barrières métalliques et de barbelés ont été posés tout autour du parc en question. Et il faut montrer patte blanche pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Le jour J, une partie importante du centre-ville de Genève sera complètement bouclée et la circulation, en particulier au niveau des voies sur berge, sera également interdite. Les activités nautiques, tout du moins dans cette partie du lac Léman, seront elles aussi proscrites. Des milliers de policiers et de soldats sont présents sur place pour prévenir tout risque d'attaque terroriste. Des manifestations pourraient également avoir lieu aux abords de la zone interdite. Mais les autorités locales font tout leur possible pour que ce moment historique se déroule sans encombre. Ce n'est pas la première fois qu'une rencontre de ce type est ainsi organisée à Genève. En 1985, un sommet réunissait Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan, alors en pleine guerre froide. Ils se sont vus, entre autres, ici, au sein de la mission permanente de la Russie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, qui était à l'époque la mission soviétique. Les relations entre les deux pays étaient alors passablement détériorées par la guerre en Afghanistan. Le président américain menait une politique volontairement anti-soviétique, qualifiant l'URSS d'empire du mal. Le changement est venu avec l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. Leur première rencontre à Genève a posé les fondements de plusieurs autres, au cours desquelles leurs relations se sont améliorées. 2 ans plus tard, les deux hommes signaient par exemple le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Et en 2021, l'objectif ne sera pas bien différent, tenter d'amorcer le dialogue dans un contexte de relations entre les deux pays toujours plus dégradé.
Reprise des négociations entre la Serbie et le Kosovo ce mardi à Bruxelles. Un conflit territorial que les dirigeants des deux pays essayent de résoudre depuis des années. Ils vont essayer à nouveau de trouver un terrain d'entente. Ça fait maintenant plus de 20 ans que les relations entre les deux parties se montrent difficiles, voire impossibles. De son côté, la Serbie refuse catégoriquement de reconnaître l'indépendance de sa province, qui s'est autoproclamée République du Kosovo en 2008, un territoire qui n'est reconnu ni par l'ONU ni par l'Union européenne. Un statut clivant à l'international. D'une part, le Kosovo est soutenu politiquement et militairement depuis les années 90 par l'OTAN, sous l'impulsion des États-Unis. De l'autre côté, la Serbie considère toujours le territoire comme sa province méridionale, position partagée, entre autres, par la Russie et la Chine. C'est dans ce contexte difficile que les dirigeants serbes et kosovars se rencontrent aujourd'hui à Bruxelles. Le dernier entretien en date, une vidéoconférence en juillet 2020, mais depuis, certaines choses ont changé, avec notamment au Kosovo l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Premier ministre, Albin Kurti, réformiste de gauche, qui s'est engagé à adopter une nouvelle approche dans les discussions avec le président serbe Aleksandar Vučić. Les deux parties souhaitent aujourd'hui intégrer l'Union européenne. Pour la Serbie, le refus de reconnaître l'indépendance de sa province constitue un obstacle dans le processus d'adhésion à l'Union européenne, alors que de son côté, le Kosovo a besoin de la reconnaissance serbe pour obtenir un siège aux Nations Unies. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à toutes et à tous.